Et on est live. Bonjour à tous. Merci de nous retrouver ce midi pour une product démo qui est en fait une update démo un petit peu, puisqu'on a déjà eu une product démo il y a quelques temps de Baserow. Donc aujourd'hui, c'est l'update. Je vais faire la démonstration des nouvelles fonctionnalités juste après. Ok, super. Est-ce que vous pourriez nous donner du coup une petite update d'un point de vue un peu plus développement de Baserow, déjà peut-être réintroduire un peu ce qu'est Baserow, d'où vous venez, où vous en êtes un peu dans l'histoire de la société, et puis peut-être votre direction, où vous allez, et puis surtout qu'est-ce que vous allez nous présenter un petit peu au-delà de juste le produit, je crois, un peu les updates, les dernières nouveautés. Voilà. Attendez, écoutez, ce que je vais faire, je vais partager comme ça. Vous montrez les slides, je vais rajouter. Voilà. Donc déjà, je pense que vous les voyez. J'ai partagé mon écran. C'est bon, on les voit. Normalement, vous devez voir mes slides. Mm-hmm. Parfait, ok. Déjà, ça évolue pas mal. Donc, déjà, on est une quinzaine de personnes maintenant. C'était un projet open source à l'origine, juste avec Bram, et puis après, il a eu un développeur, et puis après, il a monté l'équipe. Donc, comme vous voyez aujourd'hui, on parle de scalable databases and applications. Donc, on va en parler de ça parce que ça, je pense, ça va vous intéresser. C'est-à-dire qu'en fait, on part vraiment du point fort de Baserow qui est en fait une alternative à Airtable. À l'origine, c'était vraiment ça notre but. Et on évolue vers une plateforme où on va pouvoir interagir avec cette data d'une manière comme avec Airtable, par exemple, donc en allant directement dans la base de données, mais aussi en créant à partir de Baserow des applicatifs front-end pour gérer en fait des droits d'accès publics, soit avoir des utilisateurs qui veulent avoir des tools internes où vraiment l'interaction ne sera pas directement avec la base de données, mais avec un applicatif. Donc ça, c'est différent d'Airtable, c'est différent des interfaces, donc on va en parler un petit peu aujourd'hui. Tout ça en possibilité de faire du self-hosting à côté d'une offre uniquement SaaS. En tant que société, très rapidement, donc on fondé officiellement fin 2020. On compte nous un peu nos sign-up, on comptait un peu plus que 37 000, on est à 40 000, j'ai regardé ce matin, donc on accélère bien au niveau des sign-up. C'est un produit qui est gratuit à l'origine, donc c'est très organique comme adoption. Donc, les gens arrivent, ils nous trouvent par Internet, ils nous trouvent par des partenaires et puis ils utilisent le software de manière gratuite jusqu'au moment où ils disent, écoutez, ça rajoute de la valeur, ça résout un problème et j'ai besoin de fonctionnalités payantes. Donc, à ce moment-là, ils vont nous approcher. Donc, c'est important pour nous que le niveau des sign-up continue à évoluer. On est fundé par un VC, donc enfin plusieurs VC. Donc, on a eu un seed round, donc on est pre-Series A encore. Donc, on fera probablement dans le courant de l'année prochaine une nouvelle levée de fonds. Au niveau des industries sur lesquelles on voit quand même beaucoup de demandes, c'est manufacturing, healthcare, technologie, le secteur public dans les banques et dans les médias. Donc, c'est typiquement un petit peu des industries aussi où il y a une certaine sensibilité au niveau des données. Au niveau utilisateur, on voit aussi bien des utilisateurs petites sociétés, genre 15 employés qui vont tous utiliser du Baserow, que des sociétés de taille moyenne, mais aussi beaucoup d'intérêt au niveau du secteur public et au niveau des entreprises également, parce que c'est là qu'ils ont en général aussi des équipes IT qui peuvent faire le déploiement eux-mêmes. Business-wise, on a à peu près 50% sur les US, 30% sur l'Europe et UK. Le reste, c'est le reste du monde. Et puis, on a un business model qui s'appelle Open Core, c'est-à-dire qu'on a à l'origine à peu près 85% des features sont gratuites. Et puis après, il y aura des features payantes en fonction du besoin. Et la logique derrière, c'est que plus l'équipe grandit, plus tu vas avoir des features de collaboration, de sécurité, d'authentification, des choses comme ça, et plus tu vas évoluer dans les plans. Voilà. Donc, au niveau, je sais peut-être comme vous êtes, je sais qu'Allegria, vous connaissez bien Airtable, vous connaissez bien ces outils-là. J'ai pris un peu on va dire un overview du type de feedback qu'on reçoit de sociétés qui sont ils ont choisi Baserow. Voilà. Pourquoi ils prennent Baserow, ou alors, il y en a qui n'ont pas encore choisi Baserow. On voit vraiment la tendance qui est presque toujours la même, c'est-à-dire d'un côté,
le fait qu'on soit open source, c'est bien pour la continuité au niveau du business, c'est-à-dire qu'il y a moins de vendor lock-in, il y a 100% de data ownership. Si nous, on se fait racheter, si on est bankrupt, si on déconne au niveau des tarifs, les clients ont le code et peuvent continuer à utiliser Bezero. Il y a la partie sécurité, c'est-à-dire qu'on va au-delà du RGPD, du HIPAA, du SOC compliance, mais c'est vraiment, on a des clients comme Apple, par exemple, qui disent, ben non, nous, on veut self-hoster parce qu'on veut avoir des datas qui sont sensibles et qu'on va pouvoir utiliser en Bezero. Il y a la partie extensibilité parce qu'il y a moyen de customiser Bezero comme vous voulez. Donc, si vous avez des expériences au niveau coding, vous pouvez en fait créer des nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités dans Bezero si vous dites, j'ai pas envie d'attendre la roadmap de Bezero. C'est au niveau scalabilité, on a joué cette carte-là dès le début, c'est-à-dire qu'on savait qu'au niveau d'autres outils, ça devenait compliqué au-delà d'un certain volume de records dans les bases de données. Nous, on a vraiment construit l'outil de telle manière qu'on peut faire des millions de rows dans une base de données pour vraiment passer, on va dire, du MVP à la partie production sans devoir changer d'outil, avec des déploiements soit par Kubernetes, soit du Docker, soit dans notre cloud à nous. L'autre chose qui est intéressant, c'est que, et là on a vraiment un go-to-market aussi avec des partenaires, c'est-à-dire qu'il y a moyen de construire en fait un business avec du Bezero. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un partenariat par exemple avec un software vendor en Australie qui a toutes les agences immobilières de l'Australie et qui construit une solution clé en main pour ces agences avec du Bezero dedans. Par-dessus, en fait, Bezero. Ah, d'accord. Voilà. Donc, et en fait, on a un bon modèle, c'est-à-dire que chaque euro qu'eux, ils gagnent, nous, on gagne 1 euro. Donc, c'est un revenue share. Alors qu'ils faisaient ça avant avec Airtable, ils n'avaient en fait pas de revenus. Donc là, c'est très intéressant parce qu'en fait, ils s'accaparent une partie de la technologie stack sans devoir investir dans des développeurs et ça accélère en fait sur le go-to-market et eux se concentrent sur soit la partie front-end, soit des intégrations, soit des choses comme ça et ils peuvent en fait gagner beaucoup de temps et puis d'argent. Et puis, comme c'est de l'open source, ils peuvent le hoster pour leurs clients et puis gérer ces contrats-là. Et puis, ils ne sont pas aussi dépendants de nous. Donc, ils peuvent, pour eux aussi, pour la partie business continuité, c'est hyper important. Et puis, au niveau business case, c'est free forever. Hein, ce n'est pas du freemium. C'est vraiment le produit, il est gratuit jusqu'à ce que la valeur soit prouvée dans le business et puis qu'il passe en mode payant. Donc, pour finir, quand est-ce que nous, on est un très bon fit au niveau compliance, au niveau sécurité, au niveau performance, la partie freedom, c'est-à-dire ne pas être dépendant d'un SaaS provider, d'un cloud provider spécifique, et puis au niveau de la valeur, donc on va dire le valeur par rapport au tarif, on est très, très intéressant. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Non, mais c'est un un bon pitch et déjà vous avez des super belles références. On est notamment Apple. Alors je ne sais pas quelle équipe chez Apple, pourquoi ils s'en servent. Je sais pas si tu... C'est l'équipe AI Machine Learning. Donc c'est une grosse équipe. Ils sont 1600 personnes. Mais c'est le début. En fait, c'est notre première. Mais on sait qu'il y a du Airtable dans d'autres départements. Mais c'est le cas dans beaucoup de nos clients. Mais on reprend. En fait, on y va. En tâche d'huile en fait. Donc, dès qu'on est prouvé dans une équipe, finalement, ce qui est bien avec les utilisateurs Airtable existants, c'est qu'ils connaissent très rapidement, ils voient les features dont ils ont besoin. Nous, on est en mode feature parity sur tout ce qui est les aspects les plus importants de la base de données d'ici la fin d'année. C'est obligé parce qu'on a des gros contrats qui nous demandent ça pour des migrations de clients à partir de janvier. Donc là, ça devient intéressant. On va pouvoir d'un côté dire, vous pouvez basculer de quelque chose d'existant comme Airtable vers du Bezero. C'est un peu du like for like. L'avantage, ça va être du self-hosting, mais en plus, et Jérémy va en parler, on se différencie avec cet aspect application builder. Là, du coup, ça devient intéressant parce que beaucoup de clients font du Airtable avec un autre outil pour le front-end, ou alors ils font du coding en front-end. Et là, si tu as une plateforme où tu vas faire les deux choses et que par design, c'est un outil front-end externe, c'est-à-dire qu'il y a aussi moyen d'avoir des utilisateurs qui ne sont pas des utilisateurs Bezero ou des utilisateurs Airtable, de construire un applicatif pour eux, des portails, des sites publics et des choses comme ça. Ça, il n'y a pas moyen de faire, par exemple, avec interface sur Airtable. Il faut vraiment être un client Airtable. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est... On va dire, ça, c'est un petit peu la partie pitch. Donc, je vais m'arrêter là parce que je voudrais que vous voyez un petit peu où on en est.
Non, mais on a avancé beaucoup en 12 mois et on est en train de upgrader même la partie UI semaine après semaine. Donc, on a fait tout un redesign, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est moi, je vais me taire et puis, Jérémy, je vais te passer le mot. Ça va? Allez, bah super, merci en tout cas pour l'intro, Olivier. Et bah, Jérémy, on te passe la parole pour la démo. Ça marche. Alors, l'objectif de la démo, ça va être un peu de présenter les nouveautés, les grosses nouveautés les plus récentes. On ne verra pas tout, évidemment, parce qu'il y a énormément de choses plus petites qui sont quand même essentielles en général. Mais on va essayer de voir au mieux. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors non, j'attendais pour l'ajouter au stream. C'est bon, Voilà. Ça y est, on voit. Donc, parmi les nouveautés, les grosses nouveautés, il y a la gestion des accès à la base de données par rôle. On a cette nouvelle page qui permet de lister les différents membres qui sont dans le projet, qui sont disponibles dans le workspace. Et on va pouvoir attribuer à chaque personne de ce workspace-là un rôle qui lui donnera des permissions d'accès sur les différents éléments de la base de données. Donc, il y a différents rôles. On part du plus grand, l'admin évidemment, qui peut tout faire, jusqu'à celui qui n'a pas du tout d'accès. Et on va voir pourquoi c'est utile. On va voir qu'on va pouvoir granulairement donner des accès sur certaines bases de tables. Un peu moins fort que l'admin, il y a le builder qui peut quasiment tout faire sauf gérer les utilisateurs. L'éditeur qui va pouvoir surtout modifier les données. Le commentateur qui va pouvoir faire des commentaires sur les lignes, donc plutôt autour de la donnée, et le viewer qui va être quelqu'un qui va plutôt juste pouvoir voir les différentes données, mais sans y agir dessus. Donc ces droits d'accès, on peut les donner au niveau du workspace de manière globale, mais on va pouvoir aussi les donner au niveau soit d'une base de données, on va pouvoir choisir les membres qui ont accès à une base de données, mais on va pouvoir aussi le voir directement au niveau d'une table. Donc dire telle table est accessible à tel utilisateur. Donc par exemple, on peut tout à fait imaginer qu'un utilisateur n'ait accès à rien du tout, à part une certaine table dans une base de données. Voilà, on peut aller jusque-là. Les combinaisons sont assez fortes. Et on a aussi la possibilité d'avoir des équipes qui vont avoir elles-mêmes des rôles, et ces rôles vont être hérités par les utilisateurs, ce qui va permettre de gérer en coordination entre les rôles de l'équipe, les rôles de l'utilisateur individuel. On peut faire quelque chose d'assez puissant. Et est-ce que tu peux descendre au niveau de la vue ou c'est au niveau de la table que les droits sont définis? Pour l'instant, c'est qu'au niveau de la table. Après, c'est quelque chose qu'on pourra faire au niveau de la vue un jour. Et même, on ira jusqu'au champ probablement. Mais c'est quelque chose qui sera peut-être plus facile à faire finalement dans l'application Builder. On verra juste après. Oui, C'est pour ça que pour l'instant, on n'est pas allé jusque-là, parce que peut-être que ça sera plus puissant finalement de le faire dans l'application Builder. Autre grosse nouveauté aussi, c'est la possibilité d'avoir différents systèmes d'authentification. Donc jusque-là, il y avait juste une authentification base row. Maintenant, on va pouvoir utiliser des systèmes d'authentification en SAML, enfin tout ce qui est SSO, SAML, Google, Facebook, GitHub, OpenID Connect. Voilà, ce sont des choses qui sont de plus en plus classiques. Et donc, on va pouvoir utiliser ces fournisseurs d'authentification pour s'authentifier au lieu des comptes base row classiques. Évidemment, ça fonctionne aussi avec les comptes base row classiques. Parmi les autres grosses nouveautés, donc un petit projet d'exemple, on va avoir la vue calendaire qui permet d'afficher non plus une donnée. Alors, évidemment, je me trompe. Non plus une donnée sous la forme d'une table, où on avait aussi la vue Kanban, mais d'utiliser un champ date qu'il y a sur les données pour afficher dans le temps les différentes informations. Et on va avoir tout un tas de fonctionnalités qui sont similaires à un peu toutes les vues qui existent déjà. On va pouvoir partager la vue pour donner accès à l'extérieur. On va pouvoir mettre des couleurs, choisir ce qu'on affiche, mais aussi évidemment éditer les données directement dans le calendrier. La recherche est aussi possible, et bientôt le filtrage et le filtrage, parce qu'on ne peut pas ordonner une vue calendaire, ça n'a pas de sens. Dans les autres fonctionnalités, il y a maintenant un audit log. Alors, il y avait déjà depuis un petit moment
un audit log au niveau de l'application entière. Là, on est au niveau du projet. Pour chaque projet, il y a un audit log. Donc, c'est quoi un audit log? C'est la liste de toutes les choses qui ont été faites sur les différentes bases qu'il y a dans le projet, avec qui l'a fait, la date à laquelle ça a été fait, il y a même l'adresse IP, etc. Et on va pouvoir filtrer un petit peu, faire des recherches dans cet audit log en choisissant l'utilisateur, le type d'événement, les dates. Et si ça ne suffit pas, il est possible d'exporter cet audit log pour pouvoir le mettre dans des outils qui offrent peut-être plus de possibilités pour aller encore plus loin sur cette recherche-là, ou tout simplement pour faire des sauvegardes, pour analyse, ou je ne sais pas, des fois il y a des demandes d'exporter ce genre de données-là. Autre nouveauté, c'est au niveau des lignes directement, quand on est sur la vue grille. Donc sur la vue grille, il y avait déjà cette possibilité d'éditer via une fenêtre dédiée une ligne. Il y avait déjà les commentaires également. Maintenant, on va avoir la possibilité de mentionner d'autres utilisateurs dans ces commentaires. L'intérêt de mentionner, donc on tape là et on tape le nom d'un utilisateur. L'intérêt de mentionner un utilisateur, c'est qu'après, on va recevoir des notifications. Ça aussi, ce système de notification, c'est quelque chose d'assez récent. Ça permet de savoir que quelque chose s'est passé dans l'application. Ces notifications sont accessibles via cette fenêtre-là, mais pas uniquement. On peut aussi recevoir des mails. D'ailleurs, on peut définir la fréquence de réception des mails. Soit on reçoit un mail dès qu'on a une notification. Si on n'a pas envie d'être embêté toutes les 5 secondes. C'est simple, mais c'est très appréciable. C'est simple, mais ouais, les notifications, quand on a beaucoup, il y a des gens qui peuvent recevoir. J'ai un outil en tête où effectivement on reçoit 50 mails, 100 mails par jour. C'était insupportable. Voilà, donc là, la possibilité, soit par jour, donc d'avoir un résumé, quand on a vraiment beaucoup, on peut faire ça, soit par semaine, quand c'est un peu moins tendu, on va dire, soit pas du tout de notification, parce qu'on est déjà sur l'application et on a ces pastilles-là qui suffisent déjà, peut-être qui sont suffisantes pour être au courant. Donc voilà, donc on va avoir les notifications, la possibilité de notifier et de recevoir des notifications. Donc ça va permettre de créer un dialogue autour d'une ligne en question et d'avoir une réaction en face. Alors ce n'est pas la seule manière d'être notifié, on va pouvoir être notifié aussi quand on utilise le nouveau, je pense que c'est aussi un champ qui est assez récent, c'est le champ collaborateur, où on va pouvoir attribuer à une ligne un utilisateur du projet. Et quand on attribue quelqu'un au projet, on va aussi recevoir, enfin celui qui a été attribué, va aussi recevoir une notification. Ça va être une manière de lui dire, attention, tu dois travailler sur cette ligne-là en particulier. À côté des commentaires, on a aussi maintenant un historique par ligne. Donc, on avait l'historique global de la base de données qui est une fonctionnalité un peu plus avancée, on va dire. Là, on a une fonctionnalité plus précise qui va être plus orientée utilisateur, où pour chaque ligne, on va avoir la possibilité de savoir ce qui a été fait précisément. Donc voilà, j'ai remplacé une date par une autre, j'ai édité le champ note, j'ai rajouté le project lead, j'ai enlevé, j'ai remis, j'en ai enlevé un autre, etc. Donc on va pouvoir tracer. Dans les logs, on retrouvait ce détail-là d'information, ce niveau-là de détail? Pardon? Dans les logs que tu nous montrais tout à l'heure, du coup. Ouais. On ne va pas retrouver la donnée qui a été modifiée. La donnée. Okay. Voilà, c'est ça la différence, la grosse différence. Et puis surtout, ça risque d'être perdu dans la masse des autres événements. Alors que là, on sait que sur une ligne en particulier, on a cet historique-là qui s'est déroulé. Donc, ça permet d'être un peu plus précis et de savoir quel changement a été fait par qui et à quel moment. Voilà. Ensuite, il y avait déjà les filtres sur la vue gris, évidemment. Mais il manquait les filtres avancés avec la possibilité de créer plusieurs groupes avec des opérateurs différents. Donc là, par exemple, j'ai créé un filtre, mettons, on cherche à savoir la liste des projets qui sont un peu en risque. C'est tous ceux où il y a telle et telle personne qui sont ensemble dans l'équipe, ou ceux qui sont gérés par Suzanne Glaz,
ou ceux qui ont un budget à plus de 20 000 euros, par exemple. Voilà, c'est complètement fictif. Mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir gérer des ou et des dans le même filtre, alors qu'avant, il n'y avait qu'un seul type de filtre qui était possible. Soit tous les filtres s'appliquaient, soit au moins un devait s'appliquer. Maintenant, voilà, on peut faire une conjonction des deux. On peut faire une conjonction des deux, ce qui permet de faire des choses beaucoup plus puissantes qu'avant. Nouveau type de champ aussi, qui est un classique, qui est très utilisé, mais qui manquait clairement. C'est le champ roll-up, qui va permettre d'appliquer une opération d'agrégation sur un champ d'une autre table, mais d'une table liée à cette table-là. Donc là, par exemple, on a l'équipe, les membres de l'équipe qui travaillent sur ce projet-là, et je voulais savoir combien ils étaient dans cette équipe-là, facilement. Et du coup, j'ai pu appliquer une opération de comptage sur le champ nom de l'équipe projectile. Alors évidemment, c'est assez simple, mais on peut faire plein de choses. On peut faire une moyenne, on peut voir s'il y a au moins une valeur qui est vraie, un maximum, un minimum, etc. On a aussi beaucoup travaillé, et Olivier l'a déjà dit, mais sur les performances, notamment au niveau des recherches. Quand il y a des filtres ou des recherches qui sont appliquées sur une vue, on a rajouté des index générés automatiquement, ce qui fait que ça améliore énormément les performances, parfois trois fois les performances initiales. Donc ça, c'est aussi un gros changement. Ça permet de travailler sur des vraiment gros volumes de données sans avoir trop de malus sur le délai d'affichage. Donc ça, c'est quand même pas mal. Évidemment, ça c'est un tour des grosses fonctionnalités. Il y a plein de petites fonctionnalités, par exemple la possibilité d'avoir des multi-selects quand on est dans les formulaires, ce qui n'était pas possible avant, ou des choses comme ça. Je ne rentre pas dans le détail, je vous engage à ceux qui sont intéressés à aller voir le blog de Basedraw pour avoir plus de détails là-dessus. Pour finir, on va changer complètement d'univers et on va aller dans le nouvel Application Builder. C'est la grosse. Voilà, c'est la grosse. C'est en préparation, donc c'est encore tout récent, donc il n'y a pas. C'est pas encore forcément très abouti. Et puis surtout, on est en train de travailler sur avoir un ensemble fonctionnel assez important pour pouvoir faire vraiment des applications. Donc, on n'est pas forcément rajouté des détails pour le moment. Mais voilà, on va pouvoir créer un nouveau type d'application au même niveau que les bases de données. On va pouvoir créer les applications qui sont un ensemble de pages, d'une certaine manière, où chaque page va être une page d'un site qu'on va créer, d'un site qui a vocation à être accessible par les utilisateurs Basedraw, mais ce n'est pas le but premier, je dirais. Le but premier, ça va être au contraire de le publier, d'offrir des applications utilisables par des gens qui sont extérieurs aux utilisateurs Basedraw. Donc là, par exemple, un petit site très rapide, encore une fois, qui est très simple, sur lequel on va avoir, on va retrouver la liste des membres de la table qui était ici. Donc, chose intéressante, c'est que c'est très lié à Basedraw. On va pouvoir exploiter les données qui sont dans les bases de données Basedraw. Mais on a conçu ça pour que ce ne soit pas uniquement des données qui viennent de Basedraw. Dans un second temps, on sera aussi capable d'accéder à des données qui viennent d'Airtable ou d'une API ou de n'importe quoi. En fait, il suffit de créer le bon connecteur et on pourra accéder à peu près n'importe quelle donnée pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir la mélanger, je dirais, dans une application qui permet d'aller piocher des données dans différents dépôts de données. Donc là, par exemple, on a cette table qui affiche la liste des utilisateurs, enfin des membres de l'équipe qui proviennent de cette table-là. Et on va pouvoir, donc, cette fois-ci, présenter vraiment d'une autre manière, filtrer aussi, donner accessible, enfin rendre accessible une partie des données. Et c'est une vraie sécurité, c'est pas une sécurité qui est juste visuelle, elle est vraiment. C'est la requête qui est faite, vraiment que les données
si vous souhaitez. Exactement, la requête est filtrée avant, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les application builders, c'est pour ça que je le mentionne. Et on va pouvoir naviguer à travers l'application. Alors, une fois qu'on a créé l'application, évidemment, on peut la prévisualiser et jouer un petit peu avec, naviguer dans l'application, voir les différentes choses. Ça, c'est la fiche de détail, on va dire, d'un membre. On va pouvoir éditer. Alors, ce n'est pas encore possible, on est en train de travailler dessus, mais ça va bientôt l'être. Voilà, s'amuser avec l'application. Dans chaque page, on va pouvoir rajouter des éléments. Vous voyez, la liste est encore assez faible, mais c'est quelque chose qui peut être contribué. Non seulement ça va être contribué par nous, mais ça peut être aussi contribué par l'extérieur. On a tout mis en place pour que quasiment tout puisse être contribué par des gens extérieurs si jamais il y a des besoins particuliers ou si jamais il y a des envies aussi parfois. Donc là, il n'y a que en tête, paragraphe, des choses assez simples, images, texte, table, mais ça démontre déjà, il y a des éléments de positionnement comme les colonnes, il y a des éléments de répétition qui vont permettre d'afficher plusieurs données comme les tables, des éléments d'interaction, les boutons qui permettent de déclencher des actions. On peut penser aux actions un peu comme déjà un outil de workflow. Il est minimaliste, c'est-à-dire qu'on enchaîne juste des actions, mais voilà, c'est déjà quelque chose. On va pouvoir déjà enchaîner un certain nombre d'actions. Par exemple, créer une ligne dans une table, puis envoyer un mail pour prévenir la personne que la ligne a été créée, puis afficher un certain nombre de choses qui va permettre aux utilisateurs d'automatiser un peu des tâches. L'objectif, évidemment, c'est que ce soit accessible sur les différents supports, mobile, tablette et desktop. Donc, tous les éléments seront conçus pour être responsifs au maximum, pour que ça marche idéalement sur un téléphone mobile, qu'on puisse utiliser les applications également sur un téléphone mobile. Donc, on va pouvoir prévisualiser cette application, mais on va pouvoir aussi la publier. Et on peut la publier non pas que sur un seul domaine, mais sur plusieurs, ce qui permet d'avoir plusieurs versions live en même temps, une version qui est staging, une version qui est en production, par exemple, ce qui permet de tester un petit peu des modifications avant de les mettre en production pour de vrai. Voilà. Donc ça va ressembler un petit peu à ça, ce qui est la même chose que la prévisualisation, comme on peut s'y attendre, puisque la prévisualisation est déjà une première manière de voir la suite. Voilà, donc c'est le gros de l'application Builder, et l'idée, c'est de donner accès aux données de différentes manières. La petite fonctionnalité que je ne vous ai pas montrée, juste pour finir, Olivier, avant de te rendre la main, c'est qu'on va pouvoir s'authentifier auprès de cette application, évidemment, mais pas avec alors, il y aura la possibilité de s'authentifier avec des comptes Base.ro, mais pas uniquement. On pourra aussi s'authentifier avec des comptes qui proviennent d'une table Base.ro, tout simplement, ou d'une table Airtable, pourquoi pas, ou d'un autre système de SSO, OpenID Connect ou n'importe quoi. Et ce qui permettra de gérer des utilisateurs complètement externes, d'accéder à l'application et d'avoir il y aura un système de permission également qui permettra de, toujours pareil, côté serveur, de filtrer la donnée, les champs accessibles pour qu'on puisse accéder à ce que l'utilisateur a droit. Voilà pour cette partie-là. Voilà. Donc peut-être au niveau, je suis un peu conscient de votre temps, donc au niveau timing, on lancera un bêta privé au mois de janvier, donc l'année prochaine. Donc il faudra nous dire si vous êtes intéressé à participer. Donc on aura quelques semaines où ce sera juste un petit groupe. On a un groupe d'utilisateurs qui vont nous donner du feedback. Donc aussi un petit peu sur qu'est-ce qu'il faut construire dans les 3 mois à venir après. Donc quelles sont les features les plus intéressantes. Parce que comme Jérémy disait, en fait, il construit, on va dire, toutes les fonctionnalités de base et après, c'est étendre la largeur de toutes ces features. Donc, le nombre d'éléments, la manière de s'authentifier, les différentes sources de données. Donc, une fois qu'on a toutes les données de base, on va dire les éléments de base, après, on peut construire les différentes options pour chacun de ces éléments. Donc, ça veut dire début janvier, bêta privé. On mise là, début février, un bêta public. Donc, et puis après, quelque part en Q2 l'année prochaine, d'aller live. Encore une fois, l'idée, c'est tout open source.
Tout le monde peut choisir entre SaaS et self-hosted. Donc, on garde vraiment la même logique au niveau de la base de données. Très scalable parce que c'est basé sur la source de données Bezos et après d'autres sources de données. Et ça nous permet en fait d'adresser aussi bien des besoins d'outils internes, mais aussi des choses, par exemple, des travails dans un hôpital, des gens qui sont dans la construction, des gens qui sont donc des field workers qui ont besoin d'une applicative dans le manufacturing, par exemple, beaucoup de cas d'usage comme ça où ils ont besoin d'une tablette pour faire leur travail et puis ils n'ont pas besoin d'accès à Bezos. Donc il y aura il y a vraiment cette notion d'outils internes en collaboration avec la base de données qui est gérée aussi par des employés de la même société. Et puis en fait des cas d'usage où ce sera, ça peut être du e-commerce, ça peut être des sites publics aussi du secteur public. Hein. Donc et là on aura un pricing différent où on va avoir un pricing pour des utilisateurs externes qui ne sont pas des utilisateurs qui vont payer pour du Bezos parce qu'ils n'ont pas du tout d'utilisation de notre base de données. Donc, et tout ça, ça inclura donc une logique et une certaine automatisation. On travaille sur les automatisations, enfin, tout est déjà mis en place pour avoir ça. Donc, en fait, je pense qu'on va bifurquer un petit peu être simplement une alternative open source, self-hosted, scalable, secure et tout ça de Airtable qui a une valeur en soi pour aller quelque part où on va être une base de données en concurrence avec du Software, avec du Glide, avec des choses comme ça. Et voilà. Et là, il y a une vraie demande parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont un problème avec le fait que même ils ont la base de données Secure, Bezos, mais après qu'ils doivent utiliser un application builder qui est que du SaaS. En général, c'est des sociétés américaines, hein, il y en a beaucoup. Donc, et tu les connais bien, Lucien. Je vois que tu es aussi beaucoup dans le cercle bubble, mais c'est des fois, c'est pas toujours évident. C'est aussi assez complexe des fois à construire. Donc, on va se retrouver avec probablement dans les sociétés, ils vont faire le choix. OK, c'est quoi le niveau d'avancement au niveau design, graphique, etc. dont on a besoin. Donc, est-ce qu'on a besoin des choses comme Webflow? Est-ce qu'on a besoin de Bubble? Ou est-ce qu'on a des choses besoin qui soient plutôt type Glide ou Software, etc. Et ils vont en fait se trouver la qualité qu'ils veulent. Donc, on va avoir vraiment, je pense, un marché très intéressant à prendre sur ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est beaucoup de choses pour les mois à venir. Donc, c'est Ça fait une roadmap bien. Et la roadmap pour la fin de l'année, elle est publiée en fait sur notre site. Donc, il y a encore des choses. Par exemple, la prochaine release, on veut réaliser la fonctionnalité, par exemple, Group Buy, qui est très demandée, hein, parce qu'il y a plein de gens qui veulent du Group Buy. Donc, tout ça, c'est sur notre site web. Donc, on s'est committé à délivrer tout ça d'ici la fin de l'année. Bon. Je pense que le call to action, est-ce que quelqu'un de chez Allegria serait intéressé de participer à l'application builder beta? Il faut nous contacter. Comme ça, on est là. Et puis, on a lancé là récemment le programme d'ambassadeur Bezos aussi. On a peut-être vu ça dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a un réseau en fait d'utilisateurs Bezos qui veulent animer une communauté d'utilisateurs dans leur pays. Donc, si quelqu'un dit, moi, je suis très, très pro Bezos, je suis intéressé, il faut nous dire rapidement parce qu'on a commencé à lancer le programme il y a quelques jours. Je vais prendre quand même une ou deux questions que j'ai vues passer. Okay. Notamment, il y a Romain qui a aperçu sur l'écran quelque chose qui s'appelait Variables, donc variable. Il voulait savoir, il était curieux, qu'est-ce que c'était qu'on voyait à l'écran stocker des variables globales pour toute ta base. Pour l'application, en fait, on a un système de formules un peu comme les formules de la table. On peut calculer des résultats par rapport aux données qui sont disponibles à la page et on peut aller les stocker dans les variables et donc les rendre disponibles à d'autres parties de l'application, etc. Ça va permettre d'ajouter un petit peu de logique, on va dire, à l'intérieur de chaque page ou de l'application globale. Les variables peuvent être globales également. Ça, on ne l'avait pas vu dans les outils, on va dire, comparables, proches. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu ailleurs. L'aspect formule, pour être honnête, c'est quelque chose d'assez différent. Enfin, ça n'existe pas trop dans les autres outils. Le fait que chaque champ soit une formule, effectivement, c'est quelque chose d'assez unique, je crois. Donc, et ça peut être sympa. Ok, ça c'est ce qui avait été spoté. Et puis on va prendre une dernière parce que c'est l'époque, parce qu'on veut savoir. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités IA dans la roadmap qui arrivent? C'est pour se faire plaisir cette question.
On a eu la question pendant le No Code Summit aussi, donc oui, absolument. Donc on publie pas encore une roadmap spécifique IA, mais l'IA sera parce qu'en fait on veut prendre une approche IA qui soit aussi dans l'esprit de Bezos, c'est-à-dire qu'on veut Bien pas sûr. c'est pas juste une API vers ChatGPT. Enfin, ça c'est on va dire c'est un peu du marketing IA. Je pense que la vraie valeur Utilise un c'est autre d'avoir outil quand il dit ça. comment. Utilise un autre outil spécifiquement quand il dit ça. Non, non, pas ça, mais je pense que c'est, je veux dire, bon, ça marche, on va dire, pour attirer de l'attention, mais je pense que prends un cas spécifique, tu prends dans le manufacturing, par exemple, on a beaucoup de clients qui sont dans le manufacturing, ils vont peut-être avoir un modèle très spécifique dans l'industrie avec lequel ils veulent connecter avec Bezos, par exemple, et qui doivent en fait pouvoir donner des résultats dans des champs spécifiques. Donc, on va garder un esprit, on va dire, très ouvert sur tous ces, on va dire, nous on pense qu'il y aura des modèles plus petits qui vont apparaître, hein, donc c'est pas que les gros modèles qu'on a aujourd'hui, les modèles plus petits. Comment on peut en fait provisionner tous ces différents modèles, okay, et donner la flexibilité aux clients d'utiliser l'IA dans Bezos. On aura de l'IA dans la partie application builder, dans la partie database. Est-ce qu'on va publier vraiment une roadmap spécifique IA à voir? Je pense que ça va être plutôt imbriqué dans notre outil. Je pense que c'est ça qui va être, parce que là, c'est encore un petit peu tout le monde annonce, on va dire, une brique IA. Je pense que, on va dire, les utilisateurs un petit peu plus sérieux, ils vont voir, OK, est-ce qu'il y a de la logique, est-ce que c'est un gain de productivité supplémentaire? Donc oui, absolument. Aujourd'hui, on n'a pas pris, on va dire, une route dédiée en disant, voilà, on va faire comme ça. C'est pour ça qu'on n'en parle pas trop. Honnêtement, on n'a pas beaucoup de demandes non plus. Ok, c'est Des fois, le meilleur indicateur. non, mais je pense qu'il faut pas surestimer la vitesse à laquelle c'est adopté dans les sociétés. Tout le monde est dans le mode de discovery, donc il y a beaucoup de bruit sur l'IA. Exactement, c'est Et exactement ce qu'on constate. Ouais. On fait beaucoup donc, d'introductions de notre côté, mais pas encore voilà. d'implémentation. Donc, pour nous, ça va très bien. Laissons les autres faire les intros parce que ça prend beaucoup de temps et il n'y a pas de business immédiatement derrière. Donc, nous, on est plutôt en mode, on délivre ce dont il y a besoin maintenant. On sait qu'il y a le besoin. On adresse la partie sécu, on a partie scalability, la partie openness, etc. On lance le app builder, on lance on finit les features par IT avec Airtable, on lance nos automatisations. Et puis, dans le courant de l'année prochaine, on aura des fonctionnalités IA qui vont s'imbriquer parce qu'elles ne sont pas forcément super compliquées à construire. Ça, c'est la réalité. En général, parce qu'on n'est pas dans le business de construire des modèles IA. On est dans le business d'ouvrir la possibilité de leverager n'importe quel modèle IA dont le client a besoin. Donc ça va être, on va garder cet esprit-là. Donc, longue réponse pour dire, laissons les autres faire de l'éducation et du bruit. Nous, on a fait notre petite popote en interne Ouais, de toute et on façon, les gens viendra qui le avec des veulent features. vraiment, ils peuvent utiliser un des connecteurs sur lesquels Bah, Jimmy répondait. voilà, aujourd'hui déjà, voilà, il y a des gens dans la communauté qui ont déjà fait des connecteurs avec de l'IA sans que nous on les fait, quoi, parce qu'on pense que on peut le faire demain. Si on doit relisser dans 2 semaines un connecteur avec ChatGPT, bah, c'est hyper facile à faire. Donc c'est pas très spectaculaire, mais c'est pas ça qu'on veut faire. On va attendre avoir un truc solide qui vraiment rajoute de la valeur on va dire dans les scénarios day-to-day. Ok, très clair. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette update. Puis nous, on va retester tout ça. Et merci beaucoup pour ce midi, Olivier et Jérémy. Et merci à tous. Avec Merci plaisir. beaucoup et bonne Bonne fin de journée. journée, bon week-end. À bientôt.